Cette vidéo contient des spoilers. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, même si je suis malade, je vais vous ramener un petit peu plus loin dans le temps pour vous parler de Rebecca. Réalisée en 1940 par Alfred Hitchcock, Rebecca c'est l'une des 3 adaptations que le réalisateur fera des œuvres de Daphné du Maurier avec L'Auberge de la Jamaïque et Les Oiseaux. Je vais commencer par dire quelque chose de pas très cinéphilement correct, à savoir que je suis pas très fan d'Hitchcock. Oui, je sais, c'est un peu un gros mot de le dire, mais il n'empêche que depuis que je suis gamine, j'ai toujours l'impression de sentir dans ses films un mur de misogynie infranchissable qui laisse transparaître le sale type qu'il était et qui m'empêche d'être touchée par son cinéma. La plupart du temps, parce que c'est vrai que je reconnais d'immenses qualités à sa mise en scène et que par exemple, Rebecca, c'est un film que j'aime beaucoup. And finally, there was Mandalay. Mandalay, secretive and silent. Time could not mar the perfect symmetry of those walls. Faut dire qu'il est tiré d'un très beau roman, écrit par une femme. Non mais... Donc bref, en tout cas le film raconte l'histoire d'une jeune femme d'origine modeste qui tombe sous le charme de Maxime de Winter, un aristocrate mystérieux et charismatique, #Laurence Olivier, qui l'épouse en 2 temps 3 mouvements. Mais quand les jeunes mariés rentrent à Manderley, le château de Maxime, la jeune femme comprend rapidement qu'elle va pas trop pouvoir faire concurrence aux souvenirs de sa précédente épouse, Rebecca, tragiquement noyée l'année d'avant. I suppose he just can't get over his wife's death. They say he simply adored her. Comme à mon habitude, je vais vous parler d'un personnage, mais pas de l'héroïne qu'on voit à l'écran interprétée par Joan Fontaine. Je vais justement plutôt vous parler de cette fameuse Rebecca. Alors quand le film commence, elle est décédée depuis déjà environ 1 an, et Hitchcock prend le parti de ne faire aucun flashback. Ce qui fait qu'en fait Rebecca, on ne la voit jamais à l'écran. Et c'est tout le défi d'Hitchcock, de réussir à faire sentir l'omniprésence de cette femme et d'en faire le véritable personnage principal du film sans jamais la montrer. Et bah du coup, moi, mon défi, c'est d'en faire aussi le sujet de la vidéo sans vous la montrer. Et aussi d'analyser les procédés de mise en scène utilisés pour faire de Rebecca le personnage principal du film sans qu'elle apparaisse à l'écran. Pour une fois, je ne vais pas faire d'analogie improbable avec des trucs du style Martine à la ferme ou les mémoires de Valéry Giscard d'Estaing. Cette fameuse Rebecca, c'est donc la précédente femme de Maxime de Winter, dont tout le monde semble garder le souvenir très vif d'une femme incroyablement belle, intelligente et fascinante. Yes, I remember her quite well. She was a very beautiful woman. Tall, dark, exquisitely dressed. Rebecca. Notamment Mrs. Danvers, la gouvernante, bien décidée à faire comprendre à la nouvelle jeune mariée qu'elle n'est pas prête d'arriver à la cheville du fantôme de Rebecca. Alors justement, la jeune fille pure, le manoir, le châtelain ombrageux, cette recette bien connue, quand elle sort du four de la littérature gothique ou des films d'épouvante, elle donne presque à tous les coups une histoire de fantôme. Et justement, Rebecca, c'est bien une bonne vieille histoire de fantôme comme on les aime. Mais sans fantôme. Enfin, sans ectoplasme quoi. Parce qu'en fait, le truc c'est que Rebecca a laissé une marque tellement profonde qu'elle a même pas besoin de revenir parmi les vivants pour venir hanter les personnages et leur flanquer la frousse. Et aux spectateurs aussi, en passant. L'astuce la plus évidente qui permet d'établir la supériorité de Rebecca sur l'héroïne, c'est que cette héroïne, on n'apprend absolument jamais son prénom. Dans le roman non plus, alors qu'elle en est la narratrice. Elle a peut-être le privilège d'être présente dans toutes les scènes, n'empêche qu'on ne lui donne jamais la dignité de la nommer, alors que Rebecca, elle donne son nom à l'œuvre et que tous les personnages n'ont que son prénom à la bouche. Rebecca. 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 L'héroïne est bien censée être la nouvelle Mrs. de Winter, mais c'est un nom prestigieux tellement rattaché au souvenir de Rebecca qu'on l'appelle comme ça avec ironie, Mrs. De Winter. et que même elle, c'est un nom qu'elle n'arrive pas à s'attribuer. Mrs. De Winter? Oh, I'm afraid you've made a mistake. Mrs. De Winter's been dead for over a year. Oh, I mean... L'autre manière d'incarner Rebecca par son nom, c'est avec l'omniprésence de son initiale. L'héroïne a beau essayer de ne pas se laisser étouffer par le spectre de celle qui l'a précédée dans cette maison, partout où elle pose les yeux, il tombe sur ce grand R plein de prestance qui semble la narguer. Ce R, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il est cadré au centre du plan et le reste de l'image lui sert d'ornement. Ce qui contraste avec de nombreux cadres où l'héroïne apparaît dans des plans larges qui la montrent toute petite dans cet espace qu'elle essaye en vain d'habiter. La comparaison des deux montre que c'est encore Rebecca qui habite cette maison et qui a sa place ici, et que le personnage de Joan Fontaine n'est encore qu'une intruse et qu'un petit parasite aux yeux de la présence fantomatique. Par ailleurs, j'observe 2 motifs qui symbolisent la présence de Rebecca. D'abord, il y a la mer, que l'on voit dans des plans qui ponctuent des séquences tout au long du film. En fait, à chaque fois que l'héroïne constate que Rebecca la nargue depuis l'au-delà. La mer, c'est là où Rebecca a fini par trouver la mort, mais depuis c'est comme si elle était devenue la mer. Au tout début du film, Maxime semble prêt à se jeter dans la Méditerranée, comme s'il était hypnotisé par l'eau. Ce plan où on voit sa tête de dos dans un cadre saturé par les vagues représente son tourment intérieur causé par Rebecca et son sentiment de ne pas pouvoir lui échapper encore aujourd'hui.
D'ailleurs, l'eau est l'élément à travers lequel Rebecca se manifeste tout au long du film. Alors en plus de l'évocation continue de la mer, on a aussi ce moment où l'héroïne et Maxime sont en train de tomber amoureux et dansent près d'un bassin. Le cadre nous montre d'abord leur reflet inversé dans l'eau noire. Malgré la sérénité de cette scène, la mise en scène nous montre que leur histoire d'amour naît sous la malveillance du spectre de Rebecca qui apporte déséquilibre et noirceur. La troisième forme que prend l'incarnation de Rebecca à travers l'eau, c'est la pluie. La première fois que l'héroïne fraîchement mariée à Maxime découvre Manderley, c'est sous des trompes d'eau, alors qu'il faisait beau jusqu'ici. C'est comme ça que Rebecca annonce que même depuis la tombe, elle va essayer de les emmerder tout ce qu'elle peut. Le deuxième motif qui symbolise la présence de Rebecca se trouve dans l'architecture. Il s'agit d'une forme d'arche bien particulière qui trône au-dessus de la tête de l'héroïne à chaque fois qu'elle se déplace dans Manderley. Et pas qu'à Manderley, on la retrouve aussi dans la scène de l'interrogatoire de Maxime, soupçonné d'avoir tué son ancienne femme. Ça montre que là aussi, Rebecca garde un œil sur ce qui se passe. Le motif évoque de la prestance et de la supériorité, de par sa taille et sa place dans le cadre. C'est une manière d'identifier Rebecca au manoir lui-même en montrant qu'elle est la clé de voûte de la maison. D'ailleurs, à la toute fin, quand Mrs. Danvers détruit Manderley par le feu, c'est encore l'arche et le R qu'on voit en dernier, comme étant la vraie essence de la demeure. Et du film, parce que c'est le plan qui sert de conclusion. Comme si, même là, alors que l'héroïne et Maxime seront enfin débarrassés de Rebecca, c'était encore elle qui dominait le film et sa narration. Donc, au cours du film, on sent la présence de Rebecca à travers des symboles et à travers les personnages qui l'ont admirée de son vivant, mais le moment où Hitchcock pousse vraiment jusqu'au bout le concept du film de fantôme sans fantôme, c'est lorsque Maxime et sa femme se retrouvent dans le cabanon de la plage et que Maxime lui raconte enfin comment Rebecca est réellement morte. Lorsqu'il raconte ce qui s'est passé, il y a ce petit plan séquence assez fascinant qui cadre cette Rebecca qui n'est plus là. Avec un cadre à taille et à hauteur humaine, et dont le mouvement mime les déplacements du personnage, on croit plus que jamais voir un fantôme. J'admirerais toujours la capacité de ce film à nous faire flipper sur un spectre inexistant. Alors d'ailleurs, la première fois que j'ai vu ce film, j'étais gamine, et avant de le revoir plus tard, j'étais restée persuadée que c'était un film dans lequel on voyait vraiment un fantôme, et en particulier à cause de ce plan-là. Donc dans la même idée, l'intérêt de ne jamais montrer aucune représentation de Rebecca, c'est de laisser les spectateurs s'imaginer la femme la plus belle et la plus impressionnante selon chacun. I suppose she was the most beautiful creature I ever saw. En plus de continuellement attiser la curiosité et d'entretenir la fascination, c'est toujours beaucoup plus efficace, et ça laisse parfois des souvenirs beaucoup plus marquants. Et c'est aussi une manière de ne poser aucune des limites de la condition humaine au personnage qui devient alors tout puissant. She wasn't afraid of anything. Et donc oui, en conclusion, on a bien un personnage tout puissant féminin chez Hitchcock. Un coup de maître de réussir à filmer pendant 2 heures une actrice qui va se faire voler la vedette par une absence d'actrice. Encore une fois, c'est quelque chose qui est aussi très bien fait dans le roman de Daphné du Maurier, dont je ne saurais que trop vous recommander la lecture. Surtout que dans mon souvenir, je ne suis pas sûre que dans le roman on doit faire face à ce genre de choses. Modesty mean more to a husband than all the wit and beauty in the world. Please promise me never to wear black satin or pearls. Or to be 36 years old. 2 lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea, don't forget. Bon bah d'ailleurs dans le cinéma d'Hitchcock on peut facilement classer les femmes en 2 catégories, les blondes diaphanes et soumises que le personnage masculin va désirer, et les mégères castratrices. Là exceptionnellement, Rebecca c'est à la fois la plus belle femme qu'on puisse imaginer et que tout le monde désire, et aussi une femme ô combien castratrice pour Maxime, qu'elle domine de A à Z. But I've known all along that Rebecca would win in the end. No. C'est sans doute pas un hasard si c'est justement la femme du cinéma d'Hitchcock qui n'apparaît jamais à l'écran, et qui offre au metteur en scène la sécurité d'être déjà morte au moment où il commence le film. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Rebecca, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, abonnez-vous avec un autre compte, laissez un commentaire, mettez un like, activez la cloche des notifications, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson, à très vite.